BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. Le grand journal de New York, nous sommes à présent avec Évariste Lefebvre, chef économiste chez Natixis Americas. Évariste, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on démarre avec cette réaction sur les marchés actions. C'était plutôt fou cette semaine, hein. On a eu pas mal de nervosité, beaucoup de nervosité, beaucoup de volatilité. Il faut dire aussi que l'actualité internationale était très chaude. Le Japon, bien entendu, toujours la situation au Moyen-Orient. Si on regarde un peu ce qui s'est passé sur les précédentes semaines, quand même, ce Japon, la menace du nucléaire, ça a vraiment fait bouger les marchés, ça a vraiment rendu les opérateurs nerveux. Comment ça s'explique? C'est ce risque qui est difficile à appréhender, cette menace nucléaire? Alors oui, c'est ce qu'on appelle un vrai signe noir, hein. C'est-à-dire un événement extrême, imprévisible. Et vous avez raison de rappeler un petit peu ce qui se passait dans les semaines précédentes, puisque dans les semaines précédentes, on avait une certaine nervosité des marchés, puisque pas mal de mauvaises nouvelles, politiques ou autres, mais une robustesse quand même, hein, une belle résistance. Et là, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'est aperçu que le danger nucléaire, donc politique, sanitaire, mais non économique, se précisait, à ce moment-là, effectivement, les marchés sont devenus tendus. Et le rebond des 2 derniers jours, c'est justement que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Donc c'est vraiment un rebond un peu technique pour le moment. Donc on a des marchés, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, qui n'ont pas encore atteint des supports techniques forts de rebond, mais qui semblent vouloir changer un petit peu de tendance. De là à dire que tout est fini, c'est pas vrai, parce que justement, si on revient au plan économique, on a des estimations les plus variées, les plus farfelues sur l'impact économique. On fait des comparaisons beaucoup avec Kobe, qui sont parfois malheureuses, mais Kobe, c'était 2,5 de PIB. Là, ça risque d'être beaucoup plus. L'impact sur la demande d'énergie du Japon se fera plutôt sur la demande de distillés, alors que de l'autre côté, la reconstruction, ce qui arrivera plus tard, ça aura plutôt un impact sur, et en particulier, le gaz naturel ou le charbon. Mais ça, c'est pour plus tard, c'est pour l'acier, ou le minerai de fer, en tout cas, pour les mois et trimestres à venir. Donc, il y a une forme d'indétermination entre le court terme et le long terme. Et c'est vrai que et justement, quand on est investisseur de marché, chef économiste comme vous ici pour les Amériques, pour Natixis, comment on suit ça? Parce qu'on a eu l'impression depuis quelques jours, j'avais un opérateur de marché qui me disait il y a quelques jours, tout le monde est devenu un spécialiste du nucléaire sans rien y comprendre, et ce qui a expliqué des variations aussi folles du marché sur des déclarations qui, pour certaines, n'étaient soit pas nouvelles, mais on a eu comme ça un responsable européen qui s'est fait connaître cette semaine, un commissaire européen à l'énergie. Ici, la Suffix CNBC, la chaîne financière, donne cette information. Tout de suite, le marché a... Vous avez des spécialistes, il y a quelques semaines, vous aviez des spécialistes de la guerre aussi, et du Moyen-Orient, qui s'improvisaient un petit peu. Donc c'est vrai qu'il faut faire preuve d'un peu de prudence, mais vous aviez malgré tout, au-delà des spéculations typiquement sur le yen qui s'appréciait alors que personne ne comprenait trop pourquoi, là aussi l'anticipation de rapatriation, des bouclements de couverture des exportateurs ou importateurs. Vous avez quand même eu un événement très fort hier, cette nuit en tout cas, c'est la décision du G7, enfin en tout cas de la moitié du G7, de modifier sa politique et d'intervenir fortement en faveur du yen. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est une bonne chose dans la mesure où ça envoie un signal au marché, mais ce qui est une moins bonne chose, c'est que ça se fait dans le cadre du G7, alors qu'au départ, il était décidé, en tout cas il avait été décidé depuis le début de la crise que les décisions de ce type se prenaient dans le cadre du G20, en élargissant à la Chine, aux autres grands pays. Et là, la Chine, de son côté, continue de relever ses taux d'intérêt. L'Inde l'a fait l'autre jour, le Chili ce matin. Donc il y a vraiment un monde bipolaire où certains pays font face à des problèmes propres, l'inflation, et d'autres doivent faire face à une appréciation de leur devise qui défie un petit peu toute, pas logique économique, parce qu'il y a une vraie logique derrière, mais en tout cas qui vient tuer dans l'œuf toute potentiel de reprise, quoi qu'il arrive. Donc effectivement, c'est très compliqué. Donc ça sert à rien d'aller faire des scénarios trop complexes, en quelque sorte, sur un potentiel de reprise ou un impact. Il faut suivre effectivement l'actualité au jour le jour, et c'est pour ça que vous allez prendre une pause d'une certaine manière. Alors vous prenez des pauses, vous comprenez pourquoi aussi les mots du Trésor se sont quand même bien repris, pourquoi les anticipations de hausse de taux en zone euro sont désormais un petit peu moins pricées. C'est parce qu'on joue la prudence, mais si vous regardez le marché d'échange, c'est un marché qui devient, en tout cas ce qui concerne le yen, de moins en moins liquide, parce que la volatilité de 30% est quelque chose que même un hedge fund n'ose pas aller jouer, c'est trop coûteux, trop périlleux. Est-ce que aussi le grand mot du G7, c'était pas cette nuit de nous dire pas de spéculation, ce coup-ci c'est hautement plus grave que de vous amuser à faire de la spéculation? Est-ce que ça n'a pas été le message aussi sous-jacent? Le problème de ce terme de spéculation est un peu... Les
faut sortir de cette idée comme quoi les gens spéculent sur le dos du Japon. Là, ça a été un petit peu comme ça. Certains opérateurs avez... se sont couverts puisqu'ils ont pensé qu'il y avait pas d'importance. C'est-à-dire que ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire des Japonais qui rapatrient leurs fonds par anticipation. En plus, il y a un effet saisonnier, c'est qu'en général, à cette période de l'année qui est au Japon, l'année fiscale, vous avez déjà un yen qui a tendance à se raffermir. Mais vous avez aussi probablement des locaux, des entreprises qui n'ayant plus besoin d'importer ou ne pouvant plus importer, comme en général elles se couvrent, elles débouclent des positions, ce qui est plutôt favorable au yen. Et effectivement, vous avez des réflexes pavloviens sur beaucoup de marchés financiers qui entraînent le yen à la baisse. Mais ce n'est pas qu'une idée d'arrêter la spéculation, c'est juste de dire, effectivement, on a vu que techniquement, on a vu que dans les têtes, dans les esprits, ça pouvait aller plus bas. On est là pour vous montrer qu'il faut que vous agissiez. Et d'un mot, les stress tests de la Réserve fédérale américaine qui redonnent la possibilité aux banques américaines de refaire une politique de dividendes, de pouvoir faire du rachat d'actions, c'est rassurant. Quel contraste avec la zone euro où on ne sait toujours pas se mettre d'accord, on n'arrive toujours pas à savoir si on va prendre les critères de Bâle 3 ou de Bâle 2, les Allemands, comment on va choquer en fait une potentielle décote sur les produits, sur la dette souveraine. Là c'est clair, certaines banques sont transparentes, Bank of America dit je peux pas, j'attends encore, je consolide, on a pris Bâle 3 comme référence, je dirais bravo. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Évariste Lefebvre, le chef économiste pour les Amériques de Natixis, ici basé à New York. Vous restez avec nous, c'est le Grand Journal version États-Unis.